Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleur d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Mon invitée cette semaine est maître Jennifer Alter. Jennifer est avocate au barreau de Paris depuis 2011. Elle intervient en droit public, plus particulièrement en contrat public, ainsi qu'en droit pénal, et s'est installée à son compte il y a un peu plus d'1 an. Elle est également impliquée en défense de la défense, en l'occurrence d'avocats turcs poursuivis pour l'exercice de leur métier, avec maître Jacques Bouissou, maître Ruslan Aytak et maître Martin Pradel. J'espère que vous serez aussi touchés que moi par la sensibilité, l'engagement et la voix de Jennifer qui s'est livrée avec sincérité jusqu'au bout de l'entretien. J'en profite pour vous dire que j'organise le jeudi 27 juin une petite fête pour célébrer le 35e épisode de Fleur d'avocat, la fin d'année, l'été et pourquoi pas les fleurs. Ce sera au bar de l'hôtel Le Pigalle à Paris. Les précisions sur l'événement sont sur le site internet de Fleur d'avocat, comme d'habitude. Venez nombreux, je suis impatiente de vous rencontrer ou bien de vous revoir pour celles et ceux que j'ai déjà vus aux précédentes rencontres Fleur d'avocat. Merci beaucoup à maître Félix Avenel pour la mise en relation avec Jennifer. Comme d'habitude, je vous invite à laisser 5 étoiles de préférence et votre avis sur iTunes ou votre application préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Et enfin, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jennifer Alter. Oui, bonjour Léa. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'avocat. Avec plaisir. Alors Jennifer, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. C'est une bonne question. Je crois que c'est plus un concours de circonstances et d'opportunités que d'envie qui viendrait depuis très très longtemps. Je crois me rappeler qu'à une époque, on m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie. Ça devait être au lycée et j'ai dit que je voulais travailler dans la justice, mais c'était très très vaste à l'époque et très vague. Et à la fin de mon lycée, au départ, je voulais faire Sciences Po. Que j'ai pas eu, et ce qui me plaisait, enfin ce qui me semblait être le plus proche, c'était la fac de droit, mais finalement je sais même plus véritablement comment je me suis retrouvée vraiment en droit. Tu avais un peu identifié justice, institution judiciaire, tu faisais le lien voilà. avec les sciences politiques et... Je pense que c'était beaucoup les sciences politiques en réalité, et ça s'est confirmé au début de ma première année de droit parce que j'adorais le droit constitutionnel en fait. L'histoire du droit, j'adorais ça. J'étais pas du tout droit privé, droit de la famille. Alors vraiment, c'était le genre de cours que je supportais pas. Mais comme j'étais bien dans ces matières-là, ça m'a pas fait regretter Sciences Po. J'ai pas retenté Sciences Po derrière. Je suis restée là-dedans. J'ai beaucoup aimé le droit administratif après et le droit pénal. Et ça me plaisait. Je crois que j'avais plutôt envie d'être prof à l'époque. Parce que finalement, c'est des matières aussi qui se prêtent pas mal à l'enseignement, peut-être plus qu'à la pratique d'ailleurs. Et j'avais beaucoup visé de partir en Erasmus. C'était mon grand but. Enfin, vraiment, je savais pas véritablement ce que je voulais faire, je crois, à l'époque. Je suis partie Tu suivais un peu tes envies, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Je savais que le droit administratif et le droit pénal, c'était pas du tout la même branche pour les juristes en général, mais c'est pas grave, c'était les deux matières qui me plaisaient. Après, je suis partie en 3e année en Angleterre parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, vivre en Angleterre. Quand je suis rentrée, j'ai fait une maîtrise de droit public parce que si je faisais une maîtrise de droit privé, il y avait des matières que j'aimais pas. Et après, j'ai fait un master 2 de droit international public. Enfin, un master 2, oui, un DEA, quoi, master 2 recherche. Donc, dont on m'avait dit que ça ne me servirait à rien et je ne trouverais pas de travail. Mais moi, le droit international public, j'adorais ça, je trouvais ça super intéressant. Donc j'ai fait ça parce que c'était ce qui me plaisait. Pendant que tu avances dans ce cursus, est-ce que ton idée par rapport à ce que tu allais faire plus tard, elle se précisait? Tu continuais à avoir l'enseignement en tête? Tu commençais à avoir se pointer l'avocature ou... Non, je crois que c'était toujours quand même plutôt l'enseignement parce que j'étais pas trop à ma place en fait à la fac de droit. Je devais avoir 1 ou 2 amis en fait. Qu'est-ce que tu entends par pas trop à ma place? Il y avait une ambiance qui me correspondait pas vraiment. Je trouvais les gens très sérieux. Dès la première année, enfin moi j'avais encore mon sac à dos Eastpak du lycée et les filles avaient des sacs à main et je me suis dit mais d'où viennent ces gens? Ouais. Et t'étais dans quelle fac à Paris? À Strasbourg j'étais. À Strasbourg? Ouais. Et bon c'est une fac oui, enfin très sérieuse. C'est vrai que par rapport aux autres facs on était toujours étiqueté fac de droite. Alors, voilà. Bon les gens l'étaient pas spécialement en fait mais c'était la fac qui faisait pas grève donc forcément on était mal vu. Mais
tout le monde était beaucoup trop sérieux et moi du coup ça me rendait puéril, je sais pas, mais ça me faisait rigoler. Enfin, je me rappelle qu'avec une copine on avait trouvé un caddie pour faire des courses et qu'on faisait du caddie devant le parvis de la fac, mais juste pour énerver les gens parce qu'on voyait bien qu'on rentrait pas du tout dans le moule et que les gens nous regardaient de travers. Mais bon, moi, en fait, je crois que j'étais bien de ne pas être dans ce monde-là. Et du coup, eux, ils voulaient tous faire avocat. Ils étaient très, très sérieux. Ils voulaient faire plein de stages. Et j'étais beaucoup en réaction vis-à-vis de ça. Ça me plaisait pas. En plus, on n'aimait pas les mêmes matières. En général, droit consti, droit administratif, c'est pas vraiment ce qui plaît le plus aux étudiants. Donc je crois que toutes ces années, je les ai un petit peu survolées en faisant juste ce que j'aimais. Et en me posant pas trop la question. Et en m'imaginant jamais rentrer dans ce qui pour moi correspondait à un moule, même si aujourd'hui je vois bien qu'il y a autant d'avocats que de façons de pratiquer le métier en fait. Donc voilà, finalement le métier d'avocat ça m'est venu l'idée très tard, après mon master 2, mais j'ai voulu pratiquer en Angleterre. Donc je suis repartie une année en Angleterre, j'ai fait une équivalence en droit anglais. Et au moment d'entrer à l'école d'avocat là-bas, c'est séparé, il y a les barristers et les solliciteurs. Mm-hmm. Et j'allais entrer dans l'école pour faire solliciteur, donc ne jamais plaider. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je m'imaginais faire dans le métier d'avocat. Donc je suis rentrée en France. Donc là, pour le coup, le métier a pris corps pour toi. Ouais. C'est-à-dire que tu t'es dit, non, si je me lance là-dedans, il y a une certaine représentation, il y a quelque chose que je veux faire. Exactement. Et donc là, tu as pointé le doigt sur la plaidoirie, la défense au sens judiciaire du terme. Voilà, c'est ça. C'était vraiment ça qui m'attirait, parce que je pense que c'est peut-être pas le bon terme, parce que ça va paraître péjoratif, mais c'est pas du tout ça. Mais il y a quelque chose de trop sérieux dans le fait de rester tout le temps devant un contrat et de faire que ça et de pas avoir d'humain. Moi, j'avais vraiment besoin de me dire que j'allais, si je devais être avocat, j'allais porter la robe et j'allais avoir une vie de palais et voir des confrères et pas juste être là pour avoir ma rétrocession bien élevée à la fin du mois. En fait, c'était pas du tout ça que je recherchais. Mon envie, c'était de travailler avec des gens et de focaliser aussi sur l'aspect vraiment humain de la plupart des dossiers. Enfin, en tout cas, en pénal, c'est ça. Droit administratif, moins. Aujourd'hui, je me rends bien compte que j'aime bien l'équilibre entre les deux. Pouvoir travailler sur un contrat parfois sans affect et pouvoir me lancer dans quelque chose de très humain où je me focalise sur la personnalité que j'ai en face de moi. Et voilà. Donc t'es rentrée en France ? Voilà, je suis rentrée en France, je me suis inscrite à l'IEJ. Sans avoir fait de stage à ce moment-là en cabinet, ou t'avais quand même une petite alors j'avais fait une fois un stage chez Ernst & Young qui m'avait pas du... Enfin, c'est pas que ça m'avait pas plu, les gens étaient adorables, il n'y avait pas de souci, mais c'était un droit des affaires vraiment, et du coup c'était pas du tout ma came, mais je voulais voir à quoi ça ressemblait. Mais c'est vrai que non, j'avais jamais vraiment osé en plus demander des stages, parce que je me disais que j'étais tellement une espèce de personne, une outsider un petit peu. Je voyais tous les étudiants qui étaient à fond dans leur truc et tout, et moi pas du tout. Et je me disais maintenant je débarque avec des années où j'ai fait ça un petit peu en dilettante, où j'ai toujours passé mes années sans problème, mais sans grand investissement. Et puis à l'époque, sans passion pour le métier. Donc je me disais, est-ce qu'on va me prendre en stage ? Donc c'était à la fois, j'osais pas trop, et à la fois je me disais, est-ce que c'est vraiment pour moi ? Donc de toute façon, est-ce que je vais faire de stage ? Donc voilà. Donc tu t'inscris en l'IEJ, voilà. Avec cette idée de ce que tu veux faire, la robe, porter la robe, la défense, l'humain et tout. Ouais. Mais en réalité, tout ça, ça restait un peu abstrait en termes d'exercice du métier, quoi. Ouais, complètement. Et comment ça s'est passé du coup ? Enfin, après à l'IEJ, Bon, alors l'IEJ, c'était... j'ai beaucoup bossé pendant l'année à côté pour rembourser tout ce que l'Angleterre m'avait coûté. Bon, ça a été du gros boulot l'IEJ, parce que l'air de rien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ne serait-ce que du droit des obligations. Ça faisait 6 ans, je crois. J'ai pris toutes les matières de pénal que je pouvais, parce que c'était vraiment ça où je me disais que je pouvais vraiment avoir des points. J'ai eu mon CRFPA du premier coup, donc j'étais contente, parce que je sais pas si j'aurais retenté. Pour le coup, je commençais, alors j'étais pas vieille, mais forcément, j'avais 2 ans de plus, grosso modo, que les gens qui passaient le CRFPA à ce moment-là, donc je me disais, si je le loupe, il faudra que je travaille derrière, je vais pas pouvoir me relancer là-dedans. Donc je l'ai eu. Et l'école d'avocat, ça a été super bien. Bon, c'était pratique déjà.
Et puis j'étais dans une école où on n'était pas nombreux, les rages, on est moins de 150. Tout était plutôt fait pour qu'on se connaisse les uns les autres. Et finalement, je trouve qu'elle est très bien organisée cette école parce que ça prétend pas non plus à nous apprendre, on reprend pas un programme de droit, etc. Mais en revanche, on est vraiment très très poussé à beaucoup se parler, à commencer à travailler ensemble. Et quand on en sort, on connaît plein de futurs confrères déjà, et ça c'est hyper important parce que je trouve que c'est un des trucs les plus importants dans cette profession, c'est le fait de pouvoir travailler ensemble et de se connaître, de monter des projets ensemble. Donc ça c'était très bien, et ça, bon, du coup j'ai pas regretté un instant, je me suis dit c'est bon, tu peux te lancer là-dedans, au moins pour tes premières années, tu verras ce que ça donne, mais j'étais très contente, ouais. Et tes premiers stages, du coup, dans le cadre de l'école ? Alors, mes premiers stages, on avait un stage en alternance de 4 semaines qu'on devait faire pendant l'école. Alors là, j'ai choisi de le faire en droit administratif parce que mon idée, c'était de me dire qu'il valait mieux que j'ai une collab en droit administratif et faire du pénal à côté que l'inverse, parce que en pénal, je connaissais du monde qui pouvait m'aider, et puis par ailleurs, j'étais vraiment au point sur le droit à ce moment-là, donc je pouvais continuer à me former comme ça. Tandis que si je faisais une collab en droit pénal, c'était sûr que le droit administratif, je devrais complètement laisser tomber. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Donc mon premier stage en droit public, du coup, c'était intéressant. J'avais un petit peu l'impression de découvrir complètement comment ça fonctionnait, parce que du coup, c'est vrai qu'en pratique, prendre des écritures, etc., j'avais pas du tout l'habitude. Et puis en plus, moi j'étais plus focalisée sur les contrats publics, marchés publics, etc. Là, il y avait de la fonction publique, de l'urbanisme. J'y connaissais pas grand-chose. Donc voilà, j'ai dû me mettre dans le moule, mais je me suis vite rendu compte que je passais bien. Enfin, moi qui avais très très peur de donner une impression de quelqu'un d'outsider. D'outsider, de pas assez sérieux, qui avait pas forcément les connaissances, etc. En fait, c'est plus que j'avais pas confiance en moi, mais que ce que je rendais était correct, parce que malgré tout, je suis très très sérieuse. J'ai pas l'air sérieux, mais je suis très sérieuse dans mon travail. Mais tu as l'air tout à fait sérieuse. Je comprends pas pourquoi tu dis que tu n'as pas l'air sérieuse. Non, mais je fais beaucoup de blagues, etc. Et c'est vrai que j'ai besoin de détendre plutôt l'atmosphère. Ouais. Tu fais des choses sérieusement sans te prendre au sérieux, peut-être. Voilà, c'est peut-être ça, exactement. Non, du coup, ça va, ça s'est bien passé. Et ça m'a beaucoup rassurée aussi sur mes capacités à pouvoir faire ce métier. Parce qu'en fait, c'est vrai que... il y a des normes qu'on n'a pas quand on n'a pas fait de stage. En fait, est-ce que tu as eu l'impression que... Alors, t'avais déjà confiance en toi sur l'aspect juridique en termes... Je suis une bonne juriste, j'ai plein de choses à apprendre et tout, mais je suis une bonne juriste. Au niveau relationnel et plus professionnel, t'avais un peu un doute sur comment ça allait se passer. Là, t'as été rassurée parce que ça s'est bien passé. Est-ce que t'as eu l'impression que c'est toi qui finalement arrivais bien à rentrer dans le moule avocat que tu avais imaginé pendant toutes ces années à la fac, ou est-ce que là tu t'es dit en fait peut-être que ce moule il est plus malléable que ça et qu'il y a plusieurs manières d'exercer et que c'est possible de le faire avec un peu de décontraction et... Oui, non, effectivement, je me suis dit que le moule était plus malléable que ça et par ailleurs j'ai pas du tout un caractère difficile ou quoi, mais je me suis rendu compte qu'on acceptait aussi ma décontraction. Alors que je me disais que ça allait pas du tout être comme ça. C'est sûrement lié au fait que par ailleurs, je me moque pas de la personne qui est en face de moi. Quand on me donne un travail, je le fais sérieusement, etc. Et du coup, c'est vrai que je crois que j'ai pu vraiment entrer dans cette profession avec ma personnalité et le fait que j'arrive pas du tout habillée en tailleur, tirée à 4 épingles, que effectivement je fais des blagues et que je suis très décontractée dans ma façon d'être, mais malgré tout j'ai quand même une notion très établie du respect de mon patron, donc je dépasse jamais les limites. Avec les clients c'est pareil, surtout quand c'est pas les miens, je vais jamais avoir un mot plus haut que l'autre. En fait c'est ça, je me suis sentie très acceptée par les gens dans cette profession et je me suis jamais retrouvée avec des gens en face de moi qui m'ont dit non, il faut se comporter différemment ou être moins l'ouvrir ou ce genre de choses quoi. Bon après j'ai aussi choisi, je crois, les gens avec qui j'ai voulu travailler. Ouais. C'est le cas de beaucoup de mes invités. Voilà. C'est
C'est étonnant, je le souligne quand même. Et donc ça, c'était ce premier stage de 4 semaines. Voilà. Après, j'ai fait mon stage de 6 mois chez Adamas à Paris, en droit public. C'était génial, enfin j'ai adoré l'équipe dans laquelle j'étais. Il y avait un associé, Bernard de Froment, qui est membre du Conseil d'État en disponibilité. Donc il était associé du cabinet. Et surtout une bande de collaborateurs absolument géniaux qui ont vraiment beaucoup contribué au fait que je me sente prête à prêter serment. Parce qu'il y avait 3-4 collabs, on était 3 autres stagiaires. On était donc un petit bureau parisien d'un plus gros cabinet en fait qui est de Lyon, mais où ils avaient un petit bureau à Paris. Et ils étaient tous d'une bienveillance incroyable. On avait tous à peu près le même âge. Et on a vraiment bossé ensemble. Ils m'ont beaucoup formée. On m'a emmenée. J'ai plaidé pour la première fois mes premiers dossiers en référé avec eux. Et ça a été une chance incroyable, quoi. Et eux ont aussi beaucoup participé au fait que je puisse asseoir ma personnalité vraiment dans ma façon de pratiquer le métier d'avocat. C'est intéressant, ça, asseoir ta personnalité dans ta façon de pratiquer le métier d'avocat. Donc, t'es en stage final, t'es quand même déjà assez jeune. Ouais. Et finalement, t'as l'impression d'avoir commencé à trouver ton style. Oui. Bon, parce que déjà, on était vraiment dans les dossiers. C'était pas un stage photocopie, etc. C'était un stage où je prenais les écritures. En plus, j'étais un peu la stagiaire estampillée contrat public là-bas. Donc, j'étais assez autonome, mais évidemment relue. Mais assez autonome dans la façon de préparer les écritures, etc. Comme je te disais, j'ai plaidé mes propres dossiers. Donc tout de suite, on m'a laissé un peu, vraiment m'épanouir comme avocat tout de suite, en fait, sur les dossiers, sans me reprendre sur, en plus, les tournures de phrases. Il y a beaucoup d'associés qui font ça et je le comprends. C'est leur style, c'est eux qui signent, c'est comme ça. Mais là, il n'y avait pas de censure sur ce que je pouvais apporter dans les dossiers. Et du coup, voilà, on sortait beaucoup, on rigolait beaucoup, et c'était jamais, attention, vous rigolez trop, retournez dans vos bureaux travailler, il faut facturer et tout. C'était une ambiance où on était vraiment tous nous-mêmes, quoi. Personne faisait semblant d'essayer de rentrer dans ce fameux moule qui me faisait très peur, en fait. Chacun assumait ce qu'il était. Est-ce que tu penses que le fait que tu avais 2 ans de plus que les personnes qui ont suivi sans embûche leur parcours, est-ce que tu penses que ça t'a aidé au moment de faire tes premières expériences pro? Peut-être que tu pouvais plus te positionner comme adulte ou... Est-ce que tu penses que finalement ça a été aussi quelque chose qui t'a été favorable? Peut-être, je pense. Enfin, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Est-ce qu'il fallait avoir... je me la suis pas posée dans le sens où j'ai jamais hésité à faire ce que j'ai fait. Mais je me comparais aux autres qui, eux, avaient eu cette ligne toute droite, qui avaient fait la fac, souvent pas partis en Erasmus parce que il y en a qui pensaient que ça faisait justement pas sérieux, etc. J'ai un peu eu peur au début d'avoir à justifier mon CV qui était peut-être un petit peu différent. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'était vu comme quelque chose d'enrichissant. Et je pense effectivement que j'avais forcément une maturité qui n'était pas la même. Alors, chacun recherche quelque chose de différent chez ses collabs, chez ses stagiaires, donc c'est pas du tout un jugement, hein, mais je sais pas comment j'aurais pu faire autrement que comme ça. J'aurais pas du tout été prête. Je pense que effectivement j'étais sûrement plus adulte, et puis j'avais derrière moi le temps que j'avais pu prendre, que j'avais passé à faire ce que j'avais envie de faire avant. Donc c'est sûr que j'étais au moins prête à maintenant travailler, être plus sérieuse et peut-être aussi. Donc je pense que oui, forcément ça a été un plus dans ma façon de me présenter, dans mes entretiens aussi. Dans ta confiance en toi, quoi. Oui, ouais. Bon, j'ai toujours eu des problèmes, j'en ai toujours des problèmes de confiance en moi, mais je pense que j'ai su en faire un atout quand même. Ouais. Donc ce stage chez Adamas se termine. Alors là, arrive l'angoisse il faut trouver une collaboration. Quand on était plusieurs stagiaires chez Adamas, il y avait Alexandre, l'autre co-stagiaire, ils avaient déjà prévu de l'embaucher après comme collaborateur, donc moi j'ai cherché ailleurs. Alors là, ça a été un moment de flottement. Il y avait les révisions du CAPA, il fallait que je fasse tout, etc. Et du coup, j'étais très stressée de ne pas trouver. Et j'ai accepté la première collab qu'on m'a proposée. À la fois, certainement, j'aurais pas dû,
Et peut-être, enfin j'ai pas encore tout à fait su déterminer si ça avait été une bonne chose ou pas pour moi d'avoir accepté cette collab. Parce que je suis pas restée longtemps. C'était vraiment une horrible collab. Ok. C'était très très dur. C'était pas du tout les bonnes personnes. Enfin, les collaborateurs, si, les pauvres, on était tous dans le même bain. Pour le reste, c'était n'importe quoi et c'était. Voilà, c'est une collab que j'aurais dû dénoncer à l'ordre à l'époque, je pense que je l'ai pas fait. Mais c'est parce que aussi, je connaissais pas grand monde à Paris et puis. Aujourd'hui, je crois que ça bouge vraiment et j'espère que ça bouge vraiment, mais il y a 7 ans, quand ça se passait mal, entre collabs, on se disait tous il faut surtout pas en parler parce que tu vas être complètement blacklisté et ce sera fini pour toi, la profession. Je suis contente à l'époque d'avoir eu la force de me dire que je pouvais pas ruiner mes chances tout de suite et que j'avais envie de continuer dans ce métier. T'avais pas envie de prendre ça comme une fatalité, quoi. Non, voilà. Parce que je voyais autour de moi les autres collabs qui étaient en train de s'effondrer les uns après les autres mais qui ne démissionnaient pas. Alors les garçons démissionnaient parce que je pense qu'ils ont peut-être une force de caractère qui n'est pas la même et qu'ils vivaient aussi les choses différemment dans ce cabinet. Les filles étaient un peu plus peut-être des lapins pris dans les phares de la voiture, quoi. Et au bout de 6 mois, j'ai dit non, en fait, je ne deviendrai pas folle et je n'étais même pas payée correctement pour ce que je vivais au quotidien. Donc j'avais rien derrière, mais j'ai démissionné. Je dis tant pis. Pire, plaie d'argent n'est pas mortel, hein, je trouverai pas de boulot tout de suite, je ferai autre chose, je sais pas. Et j'ai démissionné, je suis partie, je suis restée en bon terme avec ces gens parce que c'est pareil, à l'époque on m'a dit c'est pas la peine de t'énerver, et je crois qu'effectivement c'était pas la peine de m'énerver. Non, mais c'est pareil, c'est fort. Enfin, je veux dire, tu vois, comme tu dis, c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes, de jeunes et même de moins jeunes, hein, qui en fait, pris dans une situation difficile, il y a la peur de et si je retrouve pas, et si. Et... Ah oui, non, toi, t'as remis les choses en perspective et en priorité, et ta priorité c'était quand même que ça se passe bien et que toi t'ailles bien. Et... Ah ouais, je me disais de toute façon, je me remettrais plus facilement de devoir faire un prêt pour quelques mois que de devenir complètement dépressive parce que le harcèlement moral c'est pas possible en fait. Et il y a d'autres collaborateurs qui sont restés, qui ont mis un temps fou à démissionner et qui ont démissionné de la profession tout court derrière parce que c'était plus, ils le supportaient plus. Et ça, j'aurais pas pu. Enfin, c'était trop bête en fait d'en être arrivé là et puis enfin, j'avais pas envie qu'on me pourrisse la vie quoi. Enfin voilà, c'était non. Voilà. C'était non, très bien. Donc non. Tu as démissionné. Voilà. Et alors, face au vide. Face au vide, j'ai pris un petit mois de repos. Et puis là, je me suis remise à mes candidatures. Je me suis dit, tiens, je vais faire des candidatures papier. Cette fois, je sais pas, je me suis dit, je vais prendre ce temps-là, de faire quelque chose de bien propre. J'ai pris le temps de vraiment cerner les cabinets qui me plaisaient. Et j'ai envoyé, donc, par lettre, mes candidatures. Je me suis fait un beau CV. Et j'ai eu pas mal de réponses, des propositions assez variées. Et DS Avocats m'ont répondu. Et DS Avocats, c'était un cabinet que je visais depuis longtemps, en contrat public, qui m'intéressait beaucoup. Ils m'ont reçu en entretien, d'abord les 2 associés, et puis j'ai eu une chance folle en fait, parce que je ne savais pas, mais ils étaient en cours, en fin de recrutement. Et ils ont reçu mon CV, du coup ils m'ont reçu en fin de recrutement, et finalement c'est moi qui ai eu le job. Et ça a été vraiment super. Enfin, j'ai eu 6 ans de collab chez eux, que j'ai adoré. Alors c'est un gros cabinet. Je travaillais surtout avec 4 puis 3 personnes. Et le cabinet en lui-même, il y a une bonne ambiance et tout. Vraiment, c'était cool. Mais mon équipe, vraiment, ce n'était que bienveillance. Et je crois qu'elles m'ont tout de suite cernée. Et elles se sont dit qu'il fallait qu'elles me boostent ma confiance en moi. Et vraiment, c'était génial. Enfin, j'ai beaucoup appris juridiquement, vraiment, personnellement, professionnellement. Tout a été vraiment bien, quoi. Alors, tu dis que tu as pris ce temps de faire des candidatures papier. Quel est ton rapport au papier en dehors de la profession ? Est-ce que tu écris des cartes postales ? Ah oui, j'aime beaucoup écrire. Ouais. J'aime beaucoup avoir des stylos encore. J'ai plein de stylos.
le cadeau que je voulais depuis toujours. Et enfin, c'est pas parce que c'est un cadeau cher, mais c'était un Mont Blanc parce que j'adore écrire vraiment. Et du coup, quand j'ai prêté serment, j'ai eu droit à mon Mont Blanc, mon petit Mont Blanc. Et oui, j'aime toujours beaucoup écrire. Mes écritures, souvent, je les écris d'abord sur papier avant de les taper à l'ordinateur. Un plan, je suis incapable de l'écrire sur l'ordinateur. J'aurais toujours besoin du papier et du stylo. Et puis je gratte beaucoup de carnets. J'écris à longueur de journée quand quand j'ai besoin de me vider la tête, j'écris, mais toujours papier. Donc en fait, cette candidature, t'as fait quelque chose qui te ressemble Oui. Dans le moyen aussi, quoi. Oui, c'est ça. En fait, je trouve ça intéressant parce que à la fois tu dis je manquais de confiance en moi et je manque encore de confiance en moi. Enfin, j'ai encore des sujets sur lesquels je travaille et tout, mais donc à la fois tu soulignes que t'étais pas hyper au top en termes de confiance en toi et que cette équipe chez DS, elles t'ont vachement aidé, tes co-collabs et en même temps, je trouve que il y a un truc hyper... Enfin, je ressens quelque chose de déjà très affirmé dans, tu vois, ta manière de faire et une sorte pas de décontraction par rapport à... Mais une audace à te dire, bah voilà, je vais faire des candidatures papier que je vais écrire à la main et je vais envoyer mes CV comme ça. Ouais. Et tu vois, ou par exemple, j'aime beaucoup faire des blagues et moi j'ai besoin de cette décontraction dans les rapports humains et donc, ben, en sachant quelle est la limite, je suis comme ça dès que je suis jeune stagiaire, enfin, ouais. Tu vois. Et donc, il y a c'est pas une dissonance, mais tu vois, il y a un petit écart en fait. Ouais, mais je sais, les gens ont du mal à s'imaginer qu'effectivement j'ai des problèmes de confiance. C'est pas... Et en fait, je m'en suis rendu compte... je ne m'en rendais pas compte. Je m'en suis aperçue la première fois que j'ai dû passer un oral à un examen. Et la toute première fois, c'était au CRFPA. J'avais jamais eu à passer d'oral avant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va sortir de ma bouche ? Je dois exprimer quelque chose. Et l'examinatrice, la prof qui me faisait passer l'examen, était très cool parce qu'après elle nous faisait un petit topo après l'examen et elle m'a dit alors vraiment à l'oral on voit que vous êtes hyper à l'aise, que vous n'avez pas du tout peur et je dis mais vous plaisantez, je suis mortifiée, enfin elle me dit ah mais non pas du tout et je me suis rendu compte que je donnais le change en fait à ce moment-là. Alors c'est peut-être, je sais pas, j'ai fait pas mal de théâtre, peut-être que c'est lié à ça et que du coup un petit peu sans m'en rendre compte il y a quelque chose du personnage, du rôle que je joue. En fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être que malgré tout, même si je veux croire qu'il n'y a pas de moule, j'ai mon propre moule à moi, qui est celui de la personne qui renvoie le change. Et puis, c'est super important par rapport à des clients, parce que eux, évidemment, je ne peux pas leur montrer que je doute. Mais voilà, je doute beaucoup. Mais je sais aussi que je crois que je dois renvoyer autre chose comme image. Et du coup, tes doutes, ils sont où ? Ils sont... Enfin, quels sont ces doutes ? Ben, c'est toujours est-ce que je fais bien mon travail, est-ce que je... Alors sur mes capacités de juriste toujours, parce que j'ai pas la science infuse, j'ai des réflexes, mais je me replonge toujours quand même dans les textes pour vérifier, je suis pas toujours sûre de moi. Et puis... Oui, est-ce que je vais bien représenter la personne qui me confie quelque chose ? Est-ce que je vais pouvoir gérer vraiment ses problèmes ? Parce que même quand c'est des histoires d'argent, les gens prennent ça très à cœur et ils nous confient quelque chose de tellement personnel et de tellement important pour eux parce qu'on ne saisit pas un avocat vu les frais que ça engendre pour rien. Est-ce que je vais pouvoir assurer quoi ? Est-ce que quand j'étais collab, est-ce que ce que je rends à mon associé est bien écrit, est-ce qu'il n'y a pas de faute ? Enfin, je me cachais presque quand je rendais quelque chose, c'était... j'avais toujours un petit peu mal au ventre et quand on me disait non, bah c'est bon, c'est très bien, j'étais toujours assez surprise, quoi. Donc, j'ai toujours peur de mal faire, en fait. Je me dis que c'est pas tellement... qu'il n'y a pas de raison que ce que je fasse c'est mieux que les autres. Après tout, j'étais plus une étudiante qui faisait du caddie sur le parvis de la fac qui travaillait ses TD à fond. Donc pourquoi est-ce que moi on me ferait plus confiance qu'à quelqu'un d'autre qui a toujours bien travaillé alors que moi j'ai toujours suivi mes envies, par exemple.
Et comment est-ce que ces doutes, comment est-ce que tu les as apprivoisés? Comment est-ce que tu les as retournés en quelque chose qui te sert finalement? Bon, alors déjà, il y a beaucoup de monde qui m'a aidée. J'ai eu de la chance de travailler avec des gens qui m'ont pas rabaissé et qui se sont jamais servis de ça. Au contraire, j'ai eu que des gens qui m'ont poussée. J'ai plein de confrères très très gentils, et aussi bien les associés que les collabs, et puis d'autres confrères avec lesquels je travaille à la marge, qui me confient des dossiers, etc. et qui sont... je crois qu'ils me connaissent un petit peu et qui savent que... pas forcément que j'ai besoin d'encouragement, hein, j'ai pas besoin d'être maternée, mais qui ont peut-être su voir qu'effectivement j'avais des doutes et qui m'ont toujours encouragée. Et après, je me dis que tant que je doute, je ferai bien mon travail. Le jour où j'aurai plus du tout de doute sur mes capacités, peut-être que je passerai à côté de quelque chose. Alors que finalement, aujourd'hui, le fait d'avoir des doutes, ça m'oblige à toujours vérifier 2 fois ce que je vais rendre, à préparer avec sérieux tous les arguments que je vais avoir à présenter et tous les contre-arguments qu'on pourrait m'envoyer à l'avance. Donc au moins c'est ça. Je me dis que je continue de douter, mais au moins je suis sûre que je fais les choses correctement et que finalement c'est une façon de m'assurer que je fais mon travail à fond. Et quand tu dis que ces doutes, ils ont été beaucoup... que ce qui t'a beaucoup aidé, c'est ton rapport à tes confrères, que ce soit tes co-collabs, les personnes qui te confient des dossiers et tout. Est-ce que... Et tu dis, elles me connaissent bien et elles savent que je doute. Et donc, est-ce que tu as l'impression que finalement, le fait d'assumer tes doutes et cette vulnérabilité, finalement, est-ce que... Parce que ça peut être très difficile, en fait, pour des personnes de... Ouais. De pas se présenter avec une armure et tu vois. Finalement, est-ce que tu penses pas que ça t'a servi au contraire, parce que à exposer cette vulnérabilité-là, finalement, les personnes le prennent en compte dans leur rapport à toi, quoi. Mais de manière constructive, pas du tout, comme tu dis. Oui, je pense que... certainement, oui. Ouais. Après... pas avec tout le monde quand même, parce que l'air de rien, c'est pas pareil avec les femmes et avec les hommes. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte. Alors, ça m'a jamais porté préjudice, mais les hommes Alors, c'est pas qu'ils le tolèrent moins, mais peut-être qu'ils nous voient davantage comme des petites choses fragiles, alors pour eux c'est plus normal. Là où avec les femmes avec lesquelles j'ai travaillé, il y avait plus d'émulation et d'encouragement, et puis en plus on a un but commun souvent, là où les associés hommes tolèrent un petit peu moins les états d'âme de leur collab, je crois. Enfin, il m'est arrivé de passer des entretiens au cours de ma collab chez DS, parce que avec la seniorité, etc., forcément les choses changent. Dans mon équipe, en plus, j'étais pas forcément vouée à évoluer, parce qu'il y avait une collab qui était plus ancienne que moi. Mais dans des gros cabinets, avec des hommes, des grands pontes du droit public des affaires, qui me disent « Mais pourquoi vous avez jamais postulé chez nous ?» Enfin, comme si c'était véritablement quelque chose d'important dans le cadre d'un entretien. Enfin, moi, je venais pas pour lui lécher les bottes, je venais pour lui dire « On peut travailler ensemble ». Et je disais parce que j'ai postulé à l'époque pour un stage pendant l'école d'avocat. On m'a dit non, après j'ai pas repostulé en me disant que peut-être que mon CV n'intéressait pas, et il m'avait presque engueulé en me disant « Mais vous vous auto-censurez, c'est ridicule, voilà, maintenant vous êtes passé à côté de quelque chose. » Bon d'accord, désolée, je suis passée à côté de ma vie parce que je n'ai pas travaillé pour vous pendant ces 6 dernières années, c'est pas grave. D'ailleurs, je vais continuer à passer à côté de ma vie. C'est ça. Ok, vous me proposez beaucoup d'argent, mais non, ça va aller, merci. Enfin, du coup, ça passait pas du tout, et ça, je l'ai quand même plus ressenti avec les hommes dans le métier. Alors, pas quand je travaille avec d'autres confrères, pas de mon cabinet, parce qu'on se connaît et que ça se passe différemment, et que c'est mes amis, donc je les choisis. Mais dans le cadre des entretiens que j'ai pu passer, les hommes ont plus tendance à challenger cet aspect, vous n'avez pas confiance en vous, ah oui, mais bon, alors ça c'est un problème. Là où avec des femmes,
c'est plus passé. D'ailleurs, la question s'est jamais posée comme ça, quoi. Enfin, je pense que... Et c'est ça qui est bizarre, c'est que souvent, j'ai pas confiance en moi, et du coup, ça ne flatte pas suffisamment l'ego de la personne en face de moi, alors que ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pas confiance en moi, et ça ne regarde que moi. Mais je me suis retrouvée face à des hommes qui étaient, oui, je n'ai pas assez confiance en vous pour venir nous voir. Bon, c'était pas... Ou peut-être que ça leur renvoie un miroir du fait d'assumer une certaine zone de fragilité qu'ils ne peuvent pas envisager pour eux-mêmes. Et donc du coup... C'est ça, ouais. Parce que quand tu dis avec les femmes, tu parlais d'un but commun. En plus, on a un but commun. Ce but commun, tu l'aurais aussi avec un associé homme. C'est que le dossier il soit bien traité, que le client soit bien défendu et que les honoraires rentrent. Enfin, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de but commun avec des hommes. C'est plus que l'alliance se fait... Enfin, t'arrives mieux à lier cette alliance peut-être avec des femmes. Peut-être, ouais. Oui, c'est possible. Ou alors c'était peut-être vraiment juste que l'équipe dans laquelle j'étais était exceptionnelle et que je vais pas retrouver ça forcément ailleurs. Enfin voilà, je vais pas faire de généralité évidemment sur l'émission de mes confrères hommes. Oui, non, mais on parle mais... des confrères hommes que tu as rencontrés. Voilà, enfin, remettons tout en situation bien précise, ouais. Mais oui, peut-être. Enfin, c'est vrai que les associés avec lesquels j'ai travaillé, on travaillait vraiment ensemble sur les dossiers. C'est peut-être aussi pour ça que... on avait tendance à passer beaucoup de temps avec l'associé pour discuter de la stratégie, même après pour reprendre ensemble les écritures, etc. Donc j'avais vraiment cette sensation de but commun, où on bosse tous ensemble sur un dossier, presque à égalité en réalité, que j'ai peut-être moins eu dans mes autres expériences où on travaillait un peu chacun de son côté et après l'associé reprend. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais... Bon, après, c'est vrai que travailler ensemble, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Depuis que je suis installée, je me sens un peu seule sur mes dossiers. Et ça, c'est assez difficile. Donc, je veux vraiment rechercher à travailler avec d'autres confrères sur les dossiers. Donc oui, peut-être que ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne qui est en face de moi, effectivement. C'est effectivement juste une recherche de ma part d'un travail commun. Donc tu t'expliques que tu t'es installée. DS, ça s'est donc terminé au bout de 6 ans, c'est ça ? Voilà, ouais. Au bout de 6 ans. C'était pas que j'aimais plus, c'était que, toujours, c'est mes envies sur le moment. J'ai quand même la bougeotte, en général. Enfin, la bougeotte, 6 ans dans un même cabinet, c'est... C'était ma première vraie longue expérience, mais j'ai toujours eu besoin de changer, même si c'était pas de boulot, c'était d'appartement. Quand j'étais à la fac, voilà, je faisais 2 ans Strasbourg, 1 an l'Angleterre, 2 ans Strasbourg, 1 an l'Angleterre. Enfin, j'ai ce besoin de changer d'air. Chez DS, ça m'a apporté une vraie stabilité, parce qu'en plus, il y avait un but, quoi. J'étais là pour me former, et puis j'étais bien dans mon équipe. Donc, ça posait pas de problème. En plus, ils m'ont laissé faire tous mes dossiers de droit pénal. Ils m'ont laissé partir en Turquie, beaucoup, parce que ça, je le fais aussi. Donc j'étais très très bien. C'est juste que j'arrivais un peu à la fin d'un cycle là. J'avais très peur de m'installer parce que je me disais, mais j'ai pas de clients en fait. Mes dossiers en droit pénal, c'était à l'aide juridictionnelle et mes dossiers en Turquie, c'est du pro bono, donc c'était pas du tout ça qui allait me faire manger. Mais j'avais besoin de changer. En fait, je me rendais compte aussi que j'allais commencer un petit peu à être certainement pas moins bonne dans mes dossiers, mais d'avoir moins envie. Et je voulais pas que le cabinet en pâtisse, même si je continuais à être sérieuse dans mes dossiers, mais voilà, j'arrivais au bout de quelque chose. Même l'équipe aussi, un petit peu. Enfin, après, mon associé est parti à la retraite, l'équipe se restructure, etc. Je pense que peut-être on était T'as senti la fin au d'un bout de cycle. quelque chose. Ouais. Voilà, ouais. Donc je me suis dit, bon, allez. Enfin, j'ai des confrères qui m'ont dit, viens avec nous, on a un bureau qui se libère. Viens t'installer chez nous. Et du coup, j'ai fait ça. Voilà, j'ai eu un long préavis, j'avais un préavis de 5 mois, donc j'ai eu le temps de voir venir. Ma démission, ça a été terrible, j'ai pleuré. Ça a été le chemin de croix jusqu'au bureau de ma boss, où je me suis dit, mon Dieu, je vais lui annoncer ça alors que je l'aime tellement. Et... Bon, ça a été une vraie expérience aussi, ça. Mais voilà, depuis, je regrette pas du tout. Je regrette ni ma collab, ni le fait de m'être installée. C'est
une autre aventure, c'est ne pas savoir si je vais pouvoir payer mon loyer à la fin du mois. Mais c'est aussi vachement bien. Et ça aussi, en termes de confiance en soi, il n'y a plus trop la place pour le doute. Enfin, il y est toujours parce que je veux bien faire mon travail, mais là voilà, mon boulot je le fais toute seule, mes dossiers je les prends toute seule, donc j'ai plus le choix quoi. Donc je tergiverse moins. Comment elle a réagi cette associée à son départ? Elle a été très heureuse pour moi, c'est ce qu'elle m'a dit, qu'elle était très heureuse pour moi, qu'elle voyait bien que j'avais ces envies aussi de faire plus de pénal, que c'était vraiment mon truc, que j'avais l'air très heureuse là-dedans. Donc en fait c'est vraiment ça, elle m'a dit je suis très heureuse pour vous, je suis triste que vous partiez, elle m'a dit bon, maintenant sortez, je vais pleurer. Oh full love. Voilà. Mais non, elle était très contente et voilà, enfin, on s'appelle toujours, on se voit. Quand j'ai des questions, je l'appelle. Alors maintenant, elle est à la retraite, mais elle est contente que je lui pose des questions sur mes dossiers. Donc ça s'est très bien passé avec l'équipe aussi, avec la pré-associée, elle était triste aussi. Ma Cocolab était triste aussi. Mais, tout le monde était triste. Voilà, moi aussi. Mais non, c'était super. Et puis le cabinet, enfin même... des associés que je connaissais depuis 6 ans maintenant, et certains avec qui j'avais bossé, d'autres moins, mais j'étais vraiment investie dans le cabinet, et eux aussi parce que... Alors déjà, on organisait un concours d'éloquence, enfin on prenait des stagiaires de 3e de ZEP, 12 par an, on leur faisait faire plein de trucs et tout, et à la fin on organisait un concours d'éloquence au palais de justice, et je me suis occupée de ça pendant 3 ans je pense. Du coup, je connaissais beaucoup de monde au cabinet, ça me faisait rencontrer tout le monde au cabinet, donc là-dessus, j'avais vraiment créé des vraies relations au cabinet. Et puis, DS s'était très gentiment et patiemment investi pour mes dossiers turcs. On va en parler de ces dossiers turcs parce que tu y as fait référence plusieurs fois, donc raconte-nous, qu'est-ce que ces dossiers turcs justement? Alors, ça c'est ce qu'on appelle la défense de la défense. Donc c'est des confrères qui sont inscrits au barreau d'Istanbul, alors pas que, mais plus particulièrement parce que je peux pas être partout en Turquie, des confrères qui sont poursuivis par Erdogan, très clairement, c'est pas d'autres gens qui déposent plainte, hein, c'est lui, pour des faits qui se produisent dans le cadre de l'exercice de leur métier. Donc ça va être très concrètement, vous allez en tant qu'avocat rendre visite à votre client qui est considéré comme un terroriste, donc vous faites partie d'une association de malfaiteurs, grosso modo, hein, en vue de la commission de faits terroristes. Et il y a beaucoup d'avocats en Turquie, alors spécifiquement des Kurdes, qui sont poursuivis, emprisonnés régulièrement pour ce type de faits. Des avocats qui font partie d'associations de défense des droits de l'homme, droits de l'homme, pour eux, ça veut dire être un terroriste, parce que c'est conseiller des gens qui sont poursuivis à tort ou à raison pour des faits de terrorisme, parce que le PKK c'est considéré comme une organisation terroriste, hein, donc voilà, mais toujours dit que c'est des gens qui ont droit d'avoir une défense. Enfin, moi je défends des gens qui sont poursuivis pour terrorisme, je suis pas terroriste pour autant. C'est ton métier d'avocat, quoi. Voilà, c'est ça. Et en Turquie, c'est un vrai problème. Il y a beaucoup d'avocats qui sont poursuivis et emprisonnés pour ça. Et moi, je suis rentrée dans ces dossiers-là parce que il y a quelques années, je suis partie en week-end à Istanbul et que mon ami Martin Pradel, qui est donc aussi un confrère qui fait aussi de la défense, m'a dit il faut à tout prix que tu rencontres Ramazan Demir, qui est un bon ami, qui est avocat à Istanbul et que j'ai rencontré parce que je l'ai déjà défendu, parce qu'il était poursuivi par le régime. Donc j'ai rencontré Ramazan à Istanbul, et à l'époque il nous disait mais bon là on se parle, mais si ça se trouve demain je vais être arrêté, je serai mis en prison, etc. Et quelques semaines après, effectivement, il a été arrêté et placé en détention provisoire pour des faits ridicules, hein, évidemment, toujours le même genre de faits. Et à ce moment-là, j'ai dit à Martin, et donc Ruchen Aytak, qui est aussi une consoeur du barreau de Paris, et Jacques Bouissou, que je connaissais pas à l'époque tous les deux et que j'ai rencontré à cette occasion, que s'il montait quelque chose, une équipe de défense au barreau de Paris, j'aimerais bien m'y investir. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire ce travail-là. Et on s'est rendu à Istanbul, on a rendu visite à Ramazan en détention et à Aïcha Sinikli, qui est une autre consoeur qui était aussi placée en détention à ce moment-là. Donc on a fait un peu la tournée des prisons d'Istanbul. C'était très instructif.
Et alors eux avaient déjà saisi le rapporteur spécial à l'indépendance des magistrats et des avocats des Nations Unies. Et j'allais vous demander en fait auprès de qui vous les défendiez. Bah nous alors il n'y a pas de de convention entre les barreaux d'Istanbul et de Paris, donc on peut pas plaider au barreau d'Istanbul, ça c'était hors de question. Mais l'idée c'était pour nous de saisir les instances onusiennes, éventuellement la CEDH. Mais là, on n'a pas fait la CEDH parce que comme ils avaient saisi la Cour constitutionnelle turque, il y avait une impossibilité. Si on avait saisi la CEDH, le recours n'aurait pas été recevable. Donc on a fait ça, et puis on a rédigé un amicus curiae qu'on a fait signer par le bâtonnier de Paris, vice-bâtonnier, par le quartet de prix Nobel de la paix tunisien, parce qu'il y avait notamment le bâtonnier de Tunis qui en faisait partie, les secrétaires de la conférence et nous-mêmes. Et celui-ci, on l'a déposé devant la Cour constitutionnelle turque pour dire... Alors, on l'a pas soutenu, nous, en robe, évidemment, mais pour dire qu'on s'associait à ce conflit, et puis à cette instance, en cours, contre nos confrères là-bas. C'est étonnant, c'est super, mais c'est étonnant, cette initiative comme ça d'avocats français qui vont à Istanbul et puis s'inclut dans une... Ouais. Il y en a beaucoup, l'air de rien. Alors pas qu'en France en plus, parce que du coup j'ai rencontré beaucoup de confrères italiens, néerlandais, pardon, il y en a beaucoup, des anglais, alors les Américains viennent moins parce que c'est loin. Mais à ce moment-là, on s'est rendu compte parce qu'on avait on a essayé d'organiser des trucs un petit peu de publicité, etc. pour que ça se voit, et on avait dit il faudrait que chacun envoie des cartes postales à Ramazan et Aïcha en détention. Je me souviens de cette initiative. Voilà, c'était ça, et du coup on faisait envoyer des cartes postales, et là ils ont reçu des cartes postales de partout dans le monde en fait, de barreaux, mais vraiment vraiment partout, d'Australie, des États-Unis et tout. Ils en ont reçu plein, et c'était du coup ils étaient hyper contents, et c'est là que je me suis rendu compte que tous les barreaux étaient investis dans ce genre de problématiques, alors avec plus ou moins de moyens, de visibilité, etc. Nous, on avait de la chance que Jacques Bouissou soit au Conseil de l'Ordre à l'époque, il était secrétaire du bâtonnier. Du coup, on a pu vraiment se rendre au Conseil de l'Ordre, soutenir des motions et vraiment avoir le soutien du Conseil de l'Ordre à ce moment-là. Mais on se rend compte, moi j'y suis allée plein de fois, du coup, depuis 3 ans, j'y vais 4 ou 5 fois par an à des audiences, et il y a toujours du monde... de plein de barreaux, de plein de monde, de plein de pays d'Europe. Et heureusement, en fait, parce qu'il y a des textes, il y a la Convention de la Havane qui prévoit justement donc, la protection de l'avocat dans le cadre de ses fonctions. C'est un texte que je ne connaissais pas quand j'ai prêté serment, et que je ne connaissais pas avant de rencontrer des confrères qui font ce genre de problématiques de défense de la défense, justement. Et c'est vrai qu'en France, on s'en rend moins compte parce que... Alors, il y a les perquisitions chez les avocats, mais il y a toujours un représentant du bâtonnier. Mais il n'y a pas tellement d'avocats qui sont placés en garde à vue, heureusement. Ça arrive assez peu souvent, donc on ne parle pas beaucoup de ces problématiques-là. Mais il y a beaucoup de pays où... Et là, moi, je m'intéresse à la Turquie parce que c'est un concours de circonstances, mais il y a plein d'États où c'est problématique, au Cameroun où ils emprisonnent des consoeurs parce qu'elles défendent des homosexuels, il y en a plein, en Chine, c'est terrible. Oui, on a un petit peu parlé de tout ça avec Vincent Filola, qui est le président d'Avocats sans frontières, co-président d'Avocats sans frontières, je crois qu'ils sont 2 à la tête de l'association, et il en parlait un peu, notamment à la fin de son interview. Oui. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte ? Bon, c'est forcément hyper intéressant de voyager, de voir autre chose, de participer à un domaine du droit qui est complètement différent. Après, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place dans ce combat-là. Je pense qu'il est hyper important parce que pour beaucoup, ça a l'air d'être un combat corporatiste. Pour moi, c'est pas du tout ça. L'avocat, c'est la dernière personne qui, de manière complètement indépendante, peut défendre les droits de tout le monde. C'est la seule personne à qui on ne pourra jamais reprocher d'avoir pris parti pour quoi que ce soit, parce qu'il est complètement indépendant. Un magistrat, évidemment, il est censé être neutre, impartial, etc. Beaucoup de monde est censé avoir sa place. L'avocat, finalement, je dis pas ça de manière grandiloquente, mais c'est le dernier rempart, en fait, contre un arbitraire qui ne peut pas exister parce que l'avocat n'a pas de parti pris, en fait. Donc quand je défends l'avocat,
J'estime que je défends les droits de tous. Il faut qu'on puisse toujours avoir quelqu'un qui, sans opinion, sans parti pris, et sans qu'on puisse l'attaquer d'une quelconque façon, puisse défendre les droits des citoyens. Voilà, j'ai l'impression d'être vraiment à ma place quand je défends ce bout de ce chaînon indispensable aux droits fondamentaux de chacun, quoi. Voilà, c'est un peu défendre tout le monde que de défendre l'avocat. Donc pour moi, c'est hyper important. T'es au cœur de ce que tu voulais faire quand t'es rentrée d'Angleterre, en fait. Ouais, voilà, je crois. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, quand je faisais du droit international public aussi, c'est toujours voir un peu plus haut, quoi. Enfin, je me suis pas mal investie dans des associations d'aide aux demandeurs d'asile, une époque. Enfin, tout ça pour moi, c'est une espèce de schéma qui est très cohérent, alors qu'il est peut-être pas forcément sur le papier, mais les droits fondamentaux, c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément. Je veux défendre les droits de chacun, plus que les affaires financières, etc. C'est pas du tout ce qui m'intéresse le plus. Je veux m'assurer que chacun ait ses droits, et puis c'est quelque chose que j'explique toujours quand on me demande comment je peux défendre telle ou telle personne. C'est que si je défends le pire des voyous, je défends tout le monde, en fait. Parce que si on s'attaque aux droits de n'importe qui, on peut s'attaquer aux droits de tout le monde. Et j'en fais un principe que de m'assurer que les droits de chacun sont respectés, et puis parce que personne n'est parfait, et que ça peut arriver à tout le monde de louper une marche une fois, et que les gens qui sont pleins de leur bonne morale et qui sont très sûrs d'eux, et qui pointent du doigt les gens qui ont commis une erreur de parcours un jour, et ben, je leur souhaite vraiment que leurs enfants soient totalement irréprochables et parfaits et merveilleux, pour qu'ils aient jamais à avoir à renier leur bonne morale, et à se poser des questions sur est-ce que vraiment on est parfait et on mérite toute une défense. T'es vraiment en fait à la croisée des chemins entre quelque chose qui fait beaucoup sens pour toi et quelque chose qui fait sens intellectuellement parlant, des matières qui te passionnent, les droits fondamentaux, le droit international et tout. Il y a vraiment ça, quoi. Oui. Donc tu disais que DS t'a laissé t'investir là-dedans ? Oui. Ouais. Alors vraiment, non seulement ils m'ont laissé le temps, donc de partir régulièrement en Turquie. Alors je partais pas une semaine à chaque fois, mais c'était 2-3 jours. On n'est jamais venu me cocher des cases pour voir si je devais assez de jours de congé. Ça n'a jamais été pris sur mes congés. Et au moment justement de ces cartes postales, etc., l'opération carte postale, ils ont fait éditer des centaines de cartes postales. On a organisé un grand petit déjeuner au cabinet. Voilà, c'était 150 avocats qui étaient hyper investis là-dedans, ils sont tous passés me voir, tous me poser des questions, écrire des cartes postales, là où ils auraient pu avoir des intérêts financiers avec des clients en Turquie, ou avec ça reste un cabinet international quand même, hein. Et jamais personne ne m'a posé de questions, au contraire, ils ont été hyper investis, ils ont prêté leur image pour ces dossiers-là, et j'ai toujours été très encouragée, mise en avant, enfin j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. T'en as parlé à quel moment ? J'en ai parlé au moment où Ramazan a été emprisonné. D'abord juste dans mon équipe réduite, parce que voilà, il a fallu que... Enfin, je leur ai demandé si je pouvais m'absenter quelques jours. Oui, puis là, l'engagement, il n'était pas très formalisé, en fait. Vous n'aviez pas encore constitué l'équipe de choc non, voilà, c'est de ça. Ces dossiers. C'était... Enfin, donc oui, c'est normal qu'à ce stade-là, ce hallucinant. soit vraiment, tiens, j'aimerais bien aller faire ça en Turquie. Bon. Ah oui, mais en fait, tout de suite... Ils m'ont tout de suite prise au sérieux, quoi. Ça n'a pas été qu'est-ce qu'elle nous raconte encore avec ces trucs de hippie Non, vraiment. Bon, peut-être que j'aurais été en première année de collab, ça aurait été différent. Là, je pense que j'étais déjà ça faisait peut-être 4 ans que j'étais là, 3 ou 4 ans. Donc on me connaissait déjà au cabinet, etc. Ils savaient que je partais toujours faire mes petits dossiers de pénal, la fleur au fusil, etc. Donc j'avais déjà l'image de quelqu'un d'engagé. Donc je pense que j'ai été prise au sérieux tout de suite, par chance, quoi, là-dessus. Voilà, donc je leur en ai parlé à ce moment-là, et puis très vite, il y a eu cette histoire de carte postale qui s'est mise en route. Et du coup, c'est tout de suite oui. L'équipe de com, c'était ouais, ok, allez, vas-y, on s'organise. Et vraiment top, quoi. Ça me fait penser à mon interview de Maxime Cléry-Melin, qui est
qui est chez Auguste de Houzy. Ouais. Et lui, en rentrant d'un voyage en Grèce, où il a vu les bateaux à Lesbos, ça l'a vraiment touché au cœur. Et après ça, il a décidé de s'impliquer comme avocat dans la défense des migrants et dans le droit des étrangers et tout. Et c'est pareil, en fait, il en a parlé à son cabinet. Et Auguste de Houzy l'ont laissé partir plusieurs semaines de suite à Lesbos en camp de réfugiés. Ils lui ont demandé d'intervenir chez Auguste pour expliquer en fait ce qu'il faisait et en quoi ça consistait et tout. Et donc ça me rappelle ça en fait, ce dialogue entre le cabinet par rapport à un investissement personnel et en plus pro bono d'un de leurs collabs. Oui, je pense, on a sûrement très peu. Enfin, c'est peut-être pas l'idée qu'on se fait des gros cabinets. Est-ce qu'ils vont s'investir dans ce genre de choses? Est-ce que ça va les faire rire ou je ne sais pas? Et en fait, on a quand même souvent de bonnes surprises. Peut-être qu'ils y trouvent leur compte aussi, peut-être qu'ils peuvent s'en servir pour une certaine forme de publicité, mais pas que. Enfin, je pense que ces gros cabinets-là, qui ont en plus plutôt des intérêts économiques, à avoir des gros clients et tout, finalement, quand ils s'investissent là-dedans, je sais pas trop si ça parle à leur clientèle en réalité. Alors, comme tu dis, ça peut faire partie d'éléments de com, mais en fait, peu importe pourquoi ils le font, le fait est que... Voilà, ils soutiennent, quoi, et c'est super important. Ouais. Et pour en revenir à ton installation, ça fait combien de temps, du coup? Alors, c'était en mars 2018, donc 1 an et un peu plus d'1 an. 2 mois, voilà. Et alors? C'est très chouette. Vraiment, c'est bien. C'est complètement une autre expérience. Ça nous permet d'être là ce matin, par exemple. Mais j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, en fait. Je vis pas mal cette solitude, là, maintenant, au bout d'1 an. Je fais mon premier retour d'expérience. J'ai besoin de travailler avec du monde. Donc maintenant, l'idée, c'est quand même soit de trouver des gens avec qui travailler, avec qui m'installer, vraiment. Parce que là, je suis en sous-loc chez des amis, mais on travaille pas ensemble. Soit peut-être retrouver une collab, mais je sais pas. Il faudrait que je trouve vraiment une formule qui me convienne. Parce que sans être complètement allergique à la hiérarchie, il faudrait quand même que je retrouve des gens avec qui on puisse travailler ensemble, vraiment. Donc ça, je sais pas. Et puis en plus, maintenant que je fais vraiment du public et du pénal, retrouver une collab dans ces deux domaines-là, ce sera forcément plus compliqué. Donc tu as réussi à maintenir une activité en public? Oui. Qui est moins importante et surtout qui est plus du tout focalisée marché public parce que ça c'est quand même très spécifique. Mais oui, je continue. Je voulais vraiment pas abandonner parce que, comme je te disais déjà, j'ai besoin de ce côté affect, pas d'affect. Et puis parce que c'est une gymnastique intellectuelle qui me plaît aussi. Et par contre, t'as eu des dossiers. Enfin, je veux dire, tu t'es installée, financièrement parlant, en termes de début d'entreprise, Oui, ça va. Alors, ça a été une année difficile parce que, ça c'est vraiment des questions bien, pas intéressantes, mais les charges que je continuais de payer sur tes rétros, ce que je gagnais sur mes rétros avant. Non, mais ça fait partie. Je te pose la question parce que je pense que ça fait partie peut-être de questions que se posent les auditeurs. Donc, c'est vrai que. Alors, la première année financièrement, honnêtement, je sais même pas comment j'y ai survécu financièrement parce que je continuais de payer des charges délirante par rapport à ce que je gagnais. En fait, pratiquement, presque tout ce que j'ai gagné est parti dans mes charges l'année dernière. Là, tous les organismes sociaux et les impôts me remboursent beaucoup d'argent. Donc je dis waouh, très bien. Donc j'ai un peu l'impression maintenant de partir de zéro. Mais je préfère partir de zéro que de moins 3000. Donc c'est sûr. Voilà. Non, mais ça va. Par chance, j'ai quand même réussi à me débrouiller. Le gros des dossiers vient par les confrères au début. Il faut, c'est ce que tout le monde a dit, il faut faire savoir que tu t'installes, machin, tout ça. Donc je l'ai fait savoir autant que j'ai pu. Après, c'est vrai que je suis pas la meilleure personne pour savoir me vendre. Ça, c'est toujours mon petit problème de confiance en moi. C'est vrai que j'ose pas trop aller me pointer et dire ouh, vous avez des dossiers, etc. Je suis pas très douée pour ça. J'aime de moins en moins les pince-fesses, où il faut aller dire bonjour, donner sa carte, je fais ceci, je fais cela. Je suis très très nulle pour ça. Il faudrait sûrement que je fasse un effort là-dessus. Mais là ça va, j'ai ce qu'il faut. En fait, ta préoccupation principale, elle n'est pas tellement financière, elle est plus sur ton mode d'exercice et cette histoire de solitude dont tu parlais. Oui, ouais. Bon, je pense en plus que si on était plusieurs,
les dossiers rentreraient différemment parce que forcément, quand on est plusieurs, qu'on présente un projet, il y a toujours des dossiers qui viennent par l'un ou par l'autre. Oui, franchement, on pourrait me donner le strict minimum pour payer mon loyer chaque mois et je bosserais comme une folle, ça me dérangerait pas en fait. L'argent, ça me dérange pas de pas en avoir des tonnes. Mais là, actuellement, oui, je pense que ce qui m'importerait, ce serait vraiment de trouver des gens avec qui travailler pour... parce que voilà, quoi, les dossiers, j'ai besoin d'en parler. Je sais pas comment... Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup d'avocats qui travaillent vraiment seuls, en fait. Mais moi, je peux pas. Enfin, par la force des choses, je le fais, mais souvent, j'appelle, surtout en droit public, j'appelle certains de mes confrères, ceux avec qui j'étais en stage chez Adamas à l'époque, on continue de se parler de nos dossiers respectifs, parce qu'il faut, quoi, ne serait-ce que pour pas faire d'erreur, pour valider une stratégie. Mais finalement, t'as trouvé un moyen de rompre une certaine forme de solitude. Enfin, je comprends que tu veuilles resserrer ça de manière plus formelle, que ce soit via une association ou autre, mais enfin, voilà, de fait, t'as recréé avec ton entourage... Oui, j'essaye au maximum de le faire. Mais c'est vrai que bon, parfois j'ai pas... Enfin, on se demande toujours si on va pas déranger en passant un coup de fil. Et c'est ça aussi. Et puis bon, en plus... Et toi, t'es appelée ? On t'appelle pour te demander conseil ? Oui, ça arrive, ouais. Bon, moins... Enfin, après aussi parce que les confrères qui font du droit public... on n'est pas très très nombreux, enfin on est moins nombreux. Non, mais peut-être des confrères qui en font moins et qui du coup, tu vois, ont besoin de se rassurer sur un point. Ou... Oui, ça arrive, ouais. Ouais, aussi. Donc la retourne. Oui, c'est vrai. C'est là où je voulais en venir. Oui, de toute façon, on se rend des services les uns aux autres, ça c'est normal, c'est vrai, ouais. Comment tu vois, là, du coup, enfin j'allais dire comment tu vois tes prochaines années, mais t'es dans cette réflexion, comment est-ce que tu formalises Eh ben... Je sais pas trop, justement. Là, je suis effectivement... Je te rencontre dans une vague de réflexion, d'accord. C'est ça, exactement. Ben, ça va mieux maintenant, mais c'est vrai que j'ai eu un petit moment un petit coup de mou, justement, avant d'être remboursée, etc. Je me disais, bon, à quoi bon ? J'ai l'impression de payer pour travailler. Il y a un moment où je vais commencer à mal faire mon travail parce que j'étais fatiguée. Enfin, les vacances, c'est plus pareil maintenant, c'est sûr. Le fait de toujours être proche de son téléphone. Et j'en avais un petit peu marre de la façon dont j'exerçais, en fait. Parce que je me disais, là, je travaille plus sereinement. J'ai pris un peu de recul, là. J'ai réussi, heureusement, parce que je me suis dit, je vais faire un burn-out, sinon c'est pas possible. T'es partie un peu ? Oui, je suis partie un petit peu. Et puis aussi, j'ai décidé d'arrêter de me stresser pour rien, parce que, en fait, c'est pareil, c'est un peu comme au moment de ma démission. J'ai senti que je touchais, enfin, à ma première démission, j'entends, ma collab qui se passait mal. J'ai touché du doigt le moment où ça allait vriller, en fait. Et je me suis dit, non, ça ne peut pas vriller. Donc maintenant, j'essaie juste de me détendre. Je me dis, voilà, tes dossiers, tu sais les faire, il n'y a pas de problème. Tu sais les faire dans les temps, tu sais gérer les problèmes de tes clients. L'argent, ça vient, ça part, et puis c'est comme ça. Il faut prendre le recul maintenant et voir comment tu veux gérer les choses et comment tu veux le faire. Donc j'essaie de respirer, quoi, de plus stresser, je fais du yoga, voilà, je prends le temps qu'il faut. Quand je veux prendre ma matinée, je prends ma matinée et je veux plus m'énerver pour rien. Et voilà, maintenant je prends le temps et je vais voir ce que je fais de mon exercice. Je veux pas m'arrêter. Pendant un temps, j'y ai pensé et en fait, je veux pas m'arrêter. Voilà, je suis venue à ce métier, je sais pas comment, mais je crois qu'il y avait une raison. Ça devait pas être un hasard. J'y suis bien et je crois que je fais bien les choses et que je suis pas une disgrâce pour le barreau. Non, je crois pas. Donc, je te connais pas hyper bien, mais j'ai pas l'impression que tu sois une disgrâce pour le barreau. Voilà, donc je veux prendre le temps de voir ce que je vais faire. Est-ce que je vais m'associer ? Est-ce que je vais reprendre une collab ? Est-ce que je fais une pause, je pars et je reviens ? J'exclus rien, mais tu prends soin de toi. Voilà, les choses vont évoluer et je veux continuer à être une bonne avocate, donc je vais prendre le temps et je vais voir ce que j'en fais. J'ai 3 petites questions pour terminer. Ouais. Quelle est ta dernière joie ? Ma dernière joie, c'est la perspective d'aller naviguer
en août parce que j'adore faire du bateau. J'ai découvert ça complètement, tardivement, il y a 3 ans ou 4 ans, avec des gens que je connaissais à peine, et Morgane Boucher, ma bonne amie. On est parti faire du catamaran dans les Caraïbes. Et depuis, je vais au Glénan l'été faire de la colo pour adultes et naviguer. Et là, ça fait 2 ans que j'avais pas navigué. Et des amis m'ont dit, viens, on va faire du bateau à Marseille en août. Et voilà, ça a été une explosion de joie. Voilà, j'attends ça avec impatience. Quelle est ta source d'inspiration actuelle ? Je crois que c'est le printemps. Le soleil, le beau temps, ça me change complètement. Ça me donne envie de faire 1000 choses. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? Qu'est-ce que je porte sous ma robe ? Une culotte petit bateau. C'est la première fois qu'on me répond de manière aussi sincère. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. Mais avec plaisir.